journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Tambra Télévision, une édition que nous débutons par la visite du Premier ministre Birji Rafini. Certains quartiers donc de la ville de Niamey sont en proie à une inondation suite au débordement des eaux du fleuve Niger. Rale Assami commente les images de Ibrahim Katama. Moi, j'étais de ceux qui croyaient que Niamey était vraiment, avec tout ce qu'on a fait, tous les travaux que nous avons réalisés sur ce fleuve, nous avons pensé que Niamey était à l'abri des inondations. Mais voilà que tous ces constats ou toutes ces hypothèses sont démenties. Niamey est absolument encore, on doit faire d'autres efforts encore pour protéger certaines zones de Niamey, certains quartiers de Niamey. Nous avons vu comment le fleuve a abandonné son lit. Les eaux sont en train de remonter vers des quartiers. Les quartiers Kirkisoy et autres sont très menacés. D'autres sont sous l'eau déjà. Et donc nous sommes en train de voir comment on peut secourir les populations. C'est la première des choses. Dont les maisons sont tombées, il y en a dont les maisons sont sous l'eau actuellement. Et là, vraiment, j'avoue que les populations sont en train de vivre un moment difficile. Mais nous sommes venus leur remonter le moral, nous allons les aider. C'est ce que nous pouvons faire pour l'instant dans l'immédiat. Et nous avons pris l'engagement, vraiment, dans l'immédiat, de leur venir en aide. Mais sur le plan infrastructure, nous avons beaucoup à faire encore. Les services techniques sont en train de plancher en ce moment même. Il y a des mesures immédiates à prendre. Il y a d'autres qui doivent prendre un peu plus de temps. Il y a des digues qui ont lâché, il y a des digues qu'il faut rehausser, il y a des digues qui ne sont pas du tout viables. Et donc, le travail là que les techniciens de l'ONAHA, du génie rural, la mairie, sont à pied d'œuvre pour trouver des solutions. Voilà un peu le constat qu'on vient de faire. En tout cas, je souhaite que les populations qui sont dans des endroits, qu'elles quittent, qu'elles abandonnent ces lieux rapidement en attendant qu'on trouve des solutions. Il ne faut pas attendre que la maison s'effondre. Il ne faut pas attendre que l'eau arrive lorsqu'on n'est pas loin du fleuve. Il faut vraiment que les citoyens comprennent que désormais, avec ces changements climatiques, on n'est jamais à l'abri des inondations. Ouverture au cours de cette semaine de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'août 2020. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la présente session. Les détails avec Haïssa Damou et Ibrahim Kantama. Le projet d'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'août 2020 s'articule autour de 6 points. Le point relatif à l'examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de juillet 2020 à raison de certains impératifs et inscrits aux présentes assises, a précisé le président. Il vous souviendra que nous avons procédé il y a quelques mois à la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2018, conformément à la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012, portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, modifiée et complétée par la loi numéro 2018-31 du 16 mai 2018. Comme vous le savez, selon les dispositions de l'article 10 nouveau de cette loi,
Ce fonds est indirect et destiné à la formation des journalistes et à l'acquisition des équipements pour les entreprises de presse privées. Pour satisfaire à ces exigences liées à la formation des journalistes, le Conseil supérieur de la communication a lancé un avis d'appel d'offres pour le recrutement d'un consultant national chargé d'élaborer un plan de formation au profit des journalistes conformément aux dispositions précitées. Et surtout à la délibération numéro 20/CSC du 31 mai 2019 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Donc suite à l'appel d'offres public sous-évoqué, le Conseil supérieur de la communication a confié au Bureau d'études et conseils en Afrique BECAF la mission d'élaborer le plan triennal 2020-2022 de formation des journalistes nigériens du secteur privé. Au terme de la mission, il est attendu les livrables suivants: un plan triennal 2020-2022 de formation des journalistes, un plan opérationnel annuel 2020, 21 et 22, un cadre triennal 2020-2022 de suivi et évaluation assorti d'un plan de suivi et évaluation et d'un plan d'évaluation de performance, un rapport provisoire et un rapport final de mission. Dans son allocution, le président a également souligné que la plénière se penchera aussi sur le point relatif à l'élaboration du plan de formation des journalistes des organes de presse. L'élaboration du plan de formation des journalistes des organes de presse et le freelance permettra aussi et surtout d'identifier les besoins en formation des journalistes, d'élaborer un plan détaillé de formation au profit des journalistes, d'identifier les centres et structures de formation, d'élaborer un plan opérationnel annuel et d'élaborer des outils de suivi et d'évaluation sur 3 ans. Le bureau d'études recruté pour ce travail a couvert le territoire national, notamment les 8 chefs-lieux de région administratifs du Niger, à savoir Agadez, Dosso, Difa, Maradi, Niamey, Tawa, Tillabéri et Zender, et certains départements où sont implantés des médias privés, notamment à Gaya, Douti, Koni, Madawa, Arlit, Tessawa, Tera, Torodi et Magaria. Un délai de 45 jours a été accordé à la réalisation de la mission qui a été menée suivant une approche concertée entre le CC et le BECAF. La restitution des travaux du consultant chargé de mener cette étude nous permettra de connaître les besoins exprimés par les journalistes privés du Niger, mais aussi d'apporter éventuellement les observations et amendements nécessaires pouvant permettre au consultant de finaliser le rapport attendu de lui. C'est dans le cadre d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication dans le respect de la loi que le rapport provisoire inscrit à l'ordre du jour de cette session s'est articulé autour du contexte et enjeux médiatiques, cadrage méthodologique, demande et offre en formation, plan de formation des journalistes, cadre de suivi, évaluation. Le Niger, à l'instar du monde entier, a célébré le 26 août dernier la journée mondiale de la langue Hausa. Cette année 2020 correspond à la 5e édition de la célébration de cette journée. La rédaction du groupe de presse Tambra vous propose à cette occasion ce commentaire de Ralia Sami. La journée mondiale de la langue Hausa a été initiée par un journaliste linguiste au nom de Al-Baki en 2015. Et il a proposé, si vous voulez, à la communauté des associations, comme les nôtres ici, puisque je vous disais qu'il y a ici 6 associations qui se sont engagées dans l'organisation de la commémoration de la 5e édition de la journée mondiale de la langue Hausa. Donc l'objet, c'est pour que vous informez. Il n'y a pas mieux que la presse que d'informer les populations d'un tel événement. Maintenant, l'objet même de l'événement, c'est de rendre cette langue-là, ou de rappeler au monde la langue Hausa. Aujourd'hui, le niveau, si je peux le dire ainsi, qu'elle a dans les langues du monde. J'avais dit tout à l'heure que vous pouvez chercher sur Internet les 80 premières langues du monde, vous allez trouver le Hausa au 11e. Ça veut dire que c'est une langue qui est utilisée. Nous avons cité notamment les grandes radios, en France, en Angleterre, en Allemagne, aux USA, en Chine. Enfin, toutes les grandes radios utilisent le Hausa.
Et nous voulons qu'au Niger même qu'il y ait cette promotion ou bien cette attention pour cette langue-là. C'est vrai. Aujourd'hui, vous êtes obligés, quand je prends le cas des campagnes politiques, vous êtes obligés de prendre, non pas le Hausa seulement, mais toutes les autres langues nationales. N'est-ce pas? Et c'est pour dire aux gens qu'avec le Hausa, on a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, ça s'enseigne dans toutes les universités du monde. Et on peut, aller à l'université par le Hausa, obtenir des diplômes, comme toutes les autres langues, ou ce qu'on appelle les grandes langues du monde, n'est-ce pas? Nous considérons que le Hausa est une grande langue du monde, parce que partout elle est là. Voilà l'objet. Et nous allons, à l'occasion de la cérémonie commémorative, à l'hôtel Sahel précisément, le 26 à partir de 8h, et l'événement va commencer à 9h précisément. Nous avons d'abord fait l'exposé sur toutes les productions en écriture, littérature ou d'autres textes techniques comme des dictionnaires, des lexiques ou autres qui ont été réalisés en Hausa, pour dire aux gens qu'on a la possibilité d'apprendre avec sa langue-là. J'avais cité l'exemple de l'usage du téléphone portable. Vous pouvez faire vos différents choix dans la langue Hausa comme vous le faites dans toutes les autres. Autre fait ayant marqué l'actualité de cette semaine, c'est bien sûr les épreuves du second groupe du baccalauréat session 2020. Les candidats admis à ce second groupe étaient donc face à leurs épreuves le 27 août dernier. Ralia Sami commente les images de nos confrères de Canal 3 Niger. C'est en cette matinée du jeudi 27 août 2020 que les candidats autorisés à subir les épreuves du baccalauréat second groupe sont mis devant les épreuves qu'ils doivent reprendre. Pour ces débuts des épreuves, les candidats restent optimistes et gardent l'espoir d'une réussite. Je suis tombé à l'oral parce que, dans certaines matières, j'ai pas travaillé. Et du coup, j'ai repris le français et l'espagnol et le swajo. Mais ce matin, on a fait l'espagnol. Bon, ça va dans l'ensemble, ça va. C'est à notre portée. Le bac 2020, c'est dans les mains de Dieu. C'est dans les mains de Dieu. Mais ça va aller. C'est plaît à Dieu, ça va aller. Heureusement tombé à l'oral. Je suis revenu pour reprendre les matières sur lesquelles je n'ai pas eu la moine. Bon, j'ai repris l'anglais, je vais reprendre le français et la philo demain matin, Inch'Allah. Bon, ce matin, j'ai repris l'anglais. Bon, ça a été abordable. Du moins, je pense m'en sortir, Inch'Allah. Ces candidats doivent donc mettre toute l'attention requise afin de réussir cette deuxième chance de décrocher le bac en cette année 2020 qui leur est offerte, faute de quoi tous les efforts qu'ils auraient fournis au cours des 9 mois de cette année académique se revêtent. Les résultats des examens du baccalauréat session 2020 pour la série 2 du jury numéro 20 logé au sein du CEG 11 de Niamey sont tombés avant-hier. Une de nos équipes est allée constater les émotions. Le reportage est de Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. Pour la série D du jury 20, logé au sein du CEG 11 de Niamey, c'est seulement ce matin du 25 août 2020 que les résultats du baccalauréat session 2020 sont connus. Après l'appel et l'affichage des listes des admis, les émotions ne se cachent point. Oui, je suis admis au premier groupe avec mon saint passage. Je suis très content là parce que mon ambition c'est de me continuer mes études et faire chercher à avoir la médecine. J'aimerais faire la médecine. Si pour certains c'est le sourire aux lèvres, d'autres par contre autorisés à subir les épreuves du second groupe sont inquiets car il ne leur reste plus qu'une seule journée pour les dites épreuves. Je suis admis au second groupe. Mon sentiment est vraiment irrémédiable. D'autre côté, je suis malheureux parce qu'ils nous ont retardé d'une journée. Maintenant, il nous reste qu'une journée pour passer la seconde groupe. Et voilà, les résultats sont parvenus. Nous, on n'est pas prêts pour le second groupe maintenant. Malheureusement, ça reste seulement un jour.
Retenons que c'est ce jeudi 27 août 2020 que débuteront les épreuves du second groupe. Pour les candidats autorisés à les passer, l'heure n'est plus à la pagaille. Il faudrait encore des efforts, car comme on le dit souvent, la réussite est au bout de l'effort et après l'effort, c'est le réconfort. Bonne chance donc à tous. Le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement RANJED a initié à Africa Hall une table ronde sur le rôle des journalistes dans la promotion des droits humains, l'accès à l'information de qualité et aux documents administratifs. C'était au cours de cette semaine en présence du médiateur de la République. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention lors des assises. La communication audiovisuelle, écrite, électronique, ainsi que l'impression et la diffusion sont libres, sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens. Les médias d'État sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable et effective à tous dans les conditions définies par la loi. Ils ont l'obligation de favoriser le débat démocratique et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues, je dis bien les langues, et les produits sportifs et culturels nationaux, l'unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toute forme de discrimination. Le statut des médias d'État est établi par une loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinion dans le traitement et la diffusion de l'information. Les médias privés sont des médias d'utilité publique. À ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations que les médias d'État tels que prévus à l'article 3 du présent article. Si le droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs constitue un bouclier contre la confidentialité et l'opacité administrative, les journalistes apparaissent indéniablement comme des soldats de la transparence et de la bonne gouvernance. Après avoir pris de force le pouvoir, les putschistes du Mali réclament une durée de transition d'au moins 3 ans. Cette durée est-elle réaliste? Voilà ce que pense Sanoussi Tambari Chakou, président du PNA Al-Oumma, dans cet extrait. Comme nous, Nigériens, moi, Nigérien, je ne me permettrai pas de déclarer que la France est une zone rouge. Comme n'importe quel président africain ne peut pas se prendre la liberté de déclarer que la France constitue une zone rouge non fréquentable. Et donc de cette même façon, un Français, quelle que soit son autorité, quelle que soit sa responsabilité au sein de l'État français, ne doit pas prendre la liberté de parler pour nous. Parce qu'en disant que notre pays constitue une zone rouge, il parle pour nous. Si notre pays est effectivement une zone rouge, c'est à nous de le dire. Nous voyons à la télévision la carte de la France découpée en zones rouge, rose et puis verte. C'est les Français qui ont fait ça, ce n'est pas nous. Donc, de cette même façon, nous pouvons ici découper notre pays en zones sur lesquelles nous pouvons mettre diverses couleurs, mais c'est à nous de le faire et non pas à quelqu'un. Mais que quelqu'un intervienne pour le faire à notre place, c'est continuer à avoir un esprit colonialiste, néocolonialiste, impérialiste, expansionniste et dominateur. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a décidé de briguer un 3e mandat
Malheureusement, la Cour constitutionnelle ivoirienne a rejeté sa candidature, ce qui a entraîné des violences au sein de la population. Retour sur la situation de la Côte d'Ivoire avec le juriste communicateur Maman Bachar dans cet extrait. Le président Alassane Ouattara, dans un sursaut, en tout cas patriotique, comprennent que les choses ont changé. Et les populations qu'on avait en 1960 ou en 1970 ou en 1980, ce n'est plus les mêmes populations qu'on a en 2020. Aujourd'hui, les gens ont le WhatsApp, ils ont le Twitter, ils ont accès aux chaînes internationales, ils voient ce qui se passe à travers le monde. On ne peut pas leur imposer un certain archaïsme dans la gestion des affaires publiques, surtout de l'État. Donc, s'il prend la mesure justement de cette contestation et qu'il comprenne surtout qu'il est en décalage total avec l'essentiel de la population de son pays qui est essentiellement jeune, alors que lui il avoisine les 80 ans, il va vraiment se faire une leçon, tirer sa révérence et laisser à d'autres citoyens, donc ivoiriens, de pouvoir avoir la chance aussi de prétendre abriguer donc la magistrature suprême de leur pays, puisque cette stagnation est une vraie crise, parce que même dans la perspective où il parvient vents et marées à rester, ça sera un président qui aura des difficultés à pouvoir asseoir sa légitimité et à pouvoir exercer son pouvoir de manière sereine et de manière en tout cas souveraine dans son pays. Les eaux du fleuve Niger connaissent une montée exceptionnelle ces derniers jours. Le fleuve a même débordé, envahissant du coup les riverains. Mais la situation n'échappe pas à l'expertise des hydrologues du bassin du Niger. Retour sur cette crue locale avec Rali Assami et Abdelmoumouni Abdraman. Au Niger, l'on enregistre depuis le début de la saison pluvieuse de cette année une pluviométrie abondante, comme l'a d'ailleurs prévu la météorologie nationale, ce qui a engendré ces derniers temps le débordement des eaux. Et le fleuve a abandonné son lit habituel, envahissant du coup les riverains. Fort heureusement, cette situation n'a pas échappé à l'expertise des experts en la matière, qui avaient déjà en amont donné une alerte rouge. Ça n'échappe pas à l'expertise, parce que bien avant, ça fait pratiquement 10 ou 2 semaines, l'autorité du bassin du Niger, avec les différents collaborateurs, ont émis des alertes. On a suivi le fleuve depuis qu'il était à sa situation normale, jusqu'à là où le 12 août, nous avons observé une situation d'alerte rouge qui a été décrétée au niveau de la région du Niamey en aval de Niamey, à savoir Kaya, Malawi. Donc, cette alerte a été donnée pour dire qu'effectivement le fleuve a atteint son niveau maximal et que ça peut, si la pluviométrie continue d'être arrêtée, pourrait nous amener à des risques sévères d'inondation. Et c'est ce qui fut passé. Depuis le dimanche 23 août, effectivement, où nous avons observé le débordement total de la rivière du fleuve Niger sur les populations, c'est-à-dire sur la zone du Harobanda. Et cela est dû essentiellement à des fortes pluviométries que nous avons enregistrées au niveau de la région du fleuve, à savoir la région de Tilaberi et Niamey, mais également les régions frontalières du Burkina Faso. Aux hydrologues du bassin du Niger d'affirmer que cette situation ne risque pas de s'arrêter là. C'est pourquoi la vigilance doit être de mise. La tendance actuelle démontre effectivement que nous allons continuer à être dans cette situation au niveau des zones riveraines du fleuve, parce que nous enregistrons la pluie et que nous sommes qu'à la fin du mois d'août. Le mois de septembre également, c'est un mois pluvieux qui vraiment on pourra enregistrer un certain nombre de quantités de pluie et que au vu du niveau actuel du fleuve, donc vraiment la vigilance est de mise au niveau de la population, au niveau des autorités,
pour qu'on puisse vraiment essayer de sensibiliser les populations qui tardent ou qui refusent à quitter les lieux. Et c'est ça qui est la situation actuelle. Pour donc éviter des pires dégâts que l'on a déjà enregistrés, la population riveraine est appelée à collaborer avec les autorités pour quitter les endroits inondables, car la situation risque de s'empirer aux jours à venir. Les digues censées contenir les eaux doivent aussi être relevées afin de mieux gérer la situation. Et c'est la fin de cette rétroactualité de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir et bon début de semaine. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.